Janvier 2025, la Russie perd son 100e char, T-90e en Ukraine. Le char le plus moderne de l'armée russe, que Poutine a autrefois décrit comme le meilleur char du monde, est méthodiquement détruit par des drones ukrainiens et des missiles Javelin. Mais voici la vérité choquante que personne n'ose dire. Le T-90M est basé sur le T-44 de 1944. Et le T-44 est basé sur des connaissances allemandes que Staline a acquises à Kubinka en 1943. Lorsque des ingénieurs soviétiques ont analysé le premier Tigre brun capturé, 82 ans plus tard, des équipages de chars russes meurent à cause de décisions de conception qui remontent à cette analyse. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce que Staline a vraiment trouvé à Kubinka, ce que les rapports secrets sur le Tigre ont révélé, et comment ces découvertes ont créé une ligne de chars qui a produit 100 000 véhicules et qui se bat encore aujourd'hui sur les champs de bataille d'Ukraine. Fin 1942, siège de Leningrad. Les troupes soviétiques réussissent à capturer un Tigre IA allemand, pas n'importe quel char endommagé, un Tigre fonctionnel avec un blindage intact. Le char est immédiatement transporté à Kubinka. Kubinka n'était pas un endroit ordinaire. C'était le terrain d'essai de chars, le plus secret de l'Union soviétique. Depuis 1931, tous les nouveaux modèles soviétiques y étaient testés. Mais Kubinka avait une autre fonction. C'est là que les véhicules ennemis capturés étaient démontés, analysés et examinés pour y déceler les faiblesses. Lorsque le Tigre est arrivé, Staline était déjà au courant des catastrophes sur le front. Les canons soviétiques de 76 mm ne pouvaient pas percer le Tigre de face. Pas à 500 mètres, pas à 100 mètres, pas du tout. Le blindage frontal du Tigre, d'une épaisseur de 100 mm, s'est avéré impénétrable pour toute arme standard de l'armée rouge. Staline ordonna une analyse complète. Tout devait être documenté, chaque soudure, chaque angle de blindage, chaque point faible. Les ingénieurs de Kubinka ont commencé par des tests de tir méthodiques. Ils ont tiré sur le Tigre avec toutes les armes disponibles. Canons anti-chars de 45 mm, inefficaces. Canons de T-34 de 76 mm, ricochettes sur le blindage frontal. Même le nouveau canon anti-aérien de 85 kL M1939 ne pouvait percer le Tigre que sous certains angles et à certaines distances. Les rapports qui parvenaient à Moscou étaient alarmants. La technologie allemande en matière de chars était en avance de plusieurs années sur la technologie soviétique. Les généraux soviétiques étaient sous le choc. Le T-34 était considéré comme le meilleur char du monde, mais contre le Tigre, il était impuissant. Les tests de Kubinka ont révélé une vérité inconfortable. Les Allemands avaient développé en 2 ans seulement un char qui surpassait toutes les armes soviétiques. Les rapports du front ont confirmé les conclusions du laboratoire. À Koursk, en juillet 1943, les Tigres ont anéanti des bataillons de chars entiers. Un seul Tigre, sous le commandement du lieutenant Franz Staudegger, a détruit 22 chars soviétiques en une seule journée. L'impact psychologique fut dévastateur. Les équipages de chars soviétiques ont développé une véritable phobie du Tigre. Ils signalaient des Tigres même là où il n'y en avait pas. Staline exigea des solutions immédiates. Il voulait comprendre comment vaincre ce monstre. Et les ingénieurs de Kubinka ont apporté des réponses, mais les ingénieurs de Kubinka ont aussi trouvé autre chose. Le Tigre avait des points faibles critiques. Le premier point faible était son poids, 57 tonnes. Ce qui le rendait lent et difficile à transporter. Les ponts soviétiques ne pouvaient pas supporter ce poids. La plupart des ponts allemands non plus d'ailleurs. Le Tigre devait avoir des capacités de franchissement spéciales pour traverser les rivières. Le deuxième point faible était la transmission. Le moteur Maybach HL230 développait 700 chevaux. Impressionnant pour 1942, mais avec 57 tonnes, cela ne représentait que 12,3 chevaux par tonne. Le T-34 en avait 18,9 par tonne.
Le Tigre ne pouvait pas suivre le T-34, pas dans la boue, pas dans la neige, pas dans les steppes russes sans fin. Le troisième point faible était la maintenance. Les ingénieurs de Kubinka ont démonté la boîte de vitesse. La boîte de vitesse ZF était un chef-d'œuvre de précision allemande. Mais c'était précisément là le problème. Elle nécessitait des outils spéciaux. Elle nécessitait des mécaniciens qualifiés. Elle nécessitait des pièces de rechange qui ne pouvaient être fabriquées qu'en Allemagne. Sur le terrain, une boîte de vitesse défectueuse signifiait un char perdu. Les Soviétiques ont compris que la fiabilité était plus importante que la perfection. Mais la découverte la plus importante concernait le blindage lui-même. Le Tigre avait un blindage frontal de 100 mm, mais il était vertical, 90 degrés par rapport à l'horizontale. Chaque impact atteignait la pleine épaisseur du blindage. Pas de déviation, pas d'épaisseur effective supplémentaire due à l'inclinaison. Les ingénieurs soviétiques connaissaient le principe du blindage incliné du T-34. Une inclinaison de 55 degrés signifiait qu'un projectile de 45 mm atteignait l'épaisseur effective d'environ 80 mm. Si le Tigre avait incliné son blindage de 100 mm de 55 degrés, l'épaisseur effective aurait été de plus de 160 mm. Pourquoi les Allemands ne l'avaient-ils pas fait? Les rapports de Kubinka spéculaient complexité de la production. Le blindage incliné nécessitait des soudures plus compliquées, un façonnage plus compliqué, plus de temps à l'usine. Les Allemands avaient sacrifié la quantité à la qualité, mais les Soviétiques y ont vu une opportunité. Et si l'on pouvait combiner la puissance de feu du Tigre avec la mobilité du T-34 et le blindage incliné, Staline a appelé Morozov Alexandre Alexandrovitch Morozov, le concepteur du T-34, le génie derrière le char le plus réussi de la Seconde Guerre mondiale. Automne 1943. Morozov reçoit un ordre direct de Staline, développer un nouveau char, combiner le meilleur du T-34 avec les enseignements de l'analyse du Tigre. Mais il y avait une exigence critique. Le char devait rester secret, tellement secret que même les Alliés ne devaient rien savoir. Staline savait que la guerre finirait un jour. Et qu'ensuite, les Alliés redeviendraient des rivaux. Le nouveau char devait être un atout que personne ne connaissait. Morozov a commencé par ce que l'analyse de Kubinka avait révélé. Premièrement, le blindage. Le nouveau blindage devait être de 75 mm, moins que le Tigre, mais incliné à 55 degrés, ce qui donnait une épaisseur effective d'environ 130 mm, plus que le Tigre, avec un poids nettement inférieur. Deuxièmement, la tourelle. La tourelle du T-34 avait un problème critique. Le point de pivot était trop avancé, ce qui entraînait un long recul du canon en porte-à-faux. Morozov a déplacé la tourelle vers l'arrière, vers le centre de la caisse. Ce simple changement a tout changé. Le centre de gravité s'est amélioré, la précision s'est améliorée, l'intérieur a été utilisé plus efficacement. Troisièmement, le moteur. Le nouveau moteur V44 fut installé transversalement. Une véritable révolution dans la construction des chars d'assaut. Tous les chars précédents avaient le moteur installé longitudinalement. L'installation transversale raccourcissait dramatiquement le compartiment moteur. Le poids ainsi gagné pouvait être investi dans le blindage. Le volume économisé permettait un espace de combat plus grand. En novembre 1943, Morozov présenta le premier projet. La désignation était T-44, objet 136. En janvier 1944, le premier prototype était prêt. Il fut immédiatement transporté à Kubinka pour des tests contre des chars allemands capturés. Les tests furent révélateurs. Le T-44 fut opposé à un Panther capturé. Le Panther allemand avait été la réponse au T-34 en 1943, 44,8 tonnes, 80 mm de blindage frontal incliné à 55 degrés.
Les Allemands avaient tiré les leçons de leur rencontre avec le T-34, mais le T-44 allait encore plus loin. Lors des tests comparatifs, il s'avéra que le T-44 était supérieur au Panther en mobilité, meilleure accélération, meilleure maniabilité, profil plus bas, mais le blindage posait problème. Lors des tests de tir contre le canon de 88 mm du Tigre, le T-44 pouvait être percé à moins de 2000 mètres. Le blindage frontal n'était pas assez solide. Morozov retourna à sa planche à dessin. La version de série du T-44A reçut un blindage renforcé. 90 mètres à l'avant de la caisse, 120 mm à l'avant de la tourelle. Les deux inclinés, le poids augmenta à 31,8 tonnes, toujours presque la moitié de celui du Tigre, mais avec un meilleur blindage effectif. Le 23 novembre 1944, le T-44A fut officiellement mis en service. La production commença à Kharkiv, dans l'usine qui avait construit le T-34 avant la guerre. Et voici la partie étonnante. Le T-44 ne fut jamais utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale. 3 brigades de chars reçurent le T-44 en septembre 1944 pour l'entraînement. Mais Staline interdit son utilisation au combat. La justification officielle était logistique, manque de pièces de rechange, manque de formation pour les mécaniciens. Mais ce n'était pas la vraie raison. Staline ne voulait pas que les Alliés découvrent ce char, ni les Américains, ni les Britanniques, personne. Le T-44 était l'arme secrète de Staline pour l'après-guerre. La production continua malgré tout, jusqu'en 1947. 1823 T-44 furent construits. Puis la production fut transférée vers un nouveau modèle, le T-54. Le T-54 était le développement du T-44. Tourelle plus grande, canon de 100 mm plus puissant, blindage amélioré. Mais la conception de base était identique. L'agencement du moteur transversal, le blindage incliné, la position centrale de la tourelle. Tout venait du T-44. Tout était basé sur les conclusions de l'analyse de Kubinka de 1943. Et le T-54 devint le char d'assaut le plus produit de l'histoire. Avec son successeur, le T-55, environ 100 000 exemplaires furent construits entre 1947 et 1981. 100 000 chars d'assaut, qui remontent tous à cette analyse de Kubinka, qui sont tous basés sur les leçons tirées du Tigre capturé. L'ironie est amère. Les Allemands développèrent le Tigre comme une arme miracle, 56 tonnes d'acier et de puissance de feu. Mais l'analyse soviétique révéla que le concept était défectueux, trop lourd, trop complexe, trop gourmand en entretien. Les Soviétiques prirent les points forts du Tigre, le blindage épais, le canon puissant, et les combinèrent avec le pragmatisme soviétique, blindage incliné au lieu de masse, simplicité au lieu de complexité, fiabilité au lieu de perfection. Le résultat fut une famille de chars d'assaut qui domina la guerre froide. T-44, T-54, T-55, T-62, T-72, T-80, T-90, tous remontent au test de Kubinka de 1943. Tous portent l'héritage génétique du T-44. Et tous portent les faiblesses qui étaient déjà présentes dans le T-44. Mais quelles faiblesses exactement ? C'est là que ça devient intéressant. Les ingénieurs de Kubinka firent en 1943 une découverte qu'ils ne résolurent jamais complètement. Le Tigre avait un défaut de conception fondamental, le stockage des munitions. Les obus de 88 mm étaient stockés dans la nacelle de la tourelle et le long des parois de la caisse. Un impact dans ces zones signifiait une explosion catastrophique. Le char entier se transformait en bombe incendiaire. Les Soviétiques virent ce problème, mais leur solution n'était pas une vraie solution. Dans le T-44, les munitions furent concentrées dans la nacelle de la tourelle. Moins d'obus le long de la caisse, mais toujours dans la tourelle.
et cette disposition fut conservée sur tous les modèles suivants. T-54, T-55, T-62, T-72. Tous ont concentré les munitions dans la tourelle. Et puis, en 1972, vint la décision fatale. Le T-72 reçut un système de chargement automatique, le carrousel. 22 obus dans un anneau rotatif sous la tourelle. Cela économisait de l'espace. Cela économisait un chargeur. Cela rendait le char plus compact, mais cela concentrait toutes les munitions en un seul point, directement sous l'équipage. En Ukraine, ils appellent ça l'effet Jack in the Box. Un impact sur le carrousel et les munitions explosent. La tourelle est projetée à des centaines de mètres dans les airs. L'équipage n'a aucune chance de survie. La température à l'intérieur monte à plus de 3000 degrés en quelques fractions de seconde. L'onde de choc déchire tout. Il n'y a aucune issue, pas le temps de réagir, pas la possibilité de s'échapper. Les pilotes de drones ukrainiens documentent ces explosions quotidiennement. Les vidéos deviennent virales. Les drones turcs Bayraktar filmèrent les premières de ces explosions en 2022, puis vinrent les drones kamikazes FPV, petits drones avec des charges explosives qui volent directement dans les points faibles. Le prix d'un tel drone est d'environ 500 $. Le prix d'un T-90M est d'environ 4,5 millions de $. Le rapport coût-perte est catastrophique. Le bilan est dévastateur pour la Russie. C'est exactement ce qui arrive au char T-90M en Ukraine. Plus de 100 T-90M détruits. Et une grande partie à cause d'explosions de munitions. Parce qu'un défaut de conception qui a été identifié dans l'analyse de Kubinka de 1943 n'a jamais été correctement résolu. 82 ans. De l'analyse du Tigre au T-97M en flammes en Ukraine. Une ligne directe d'échec, mais l'analyse de Kubinka eut des conséquences encore plus profondes. Des conséquences qui allèrent jusqu'à Berlin et jusqu'à Washington. Car ce qui fut découvert à Kubinka ne resta pas en Union soviétique. Octobre 1946, opération Ossoaviakim. À 3 heures du matin, le 22 octobre, des officiers du MVD frappèrent aux portes dans toute la zone d'occupation soviétique de l'Allemagne. 2200 spécialistes allemands furent sortis de leur lit, ainsi que 4000 membres de leur famille. Plus de 6000 personnes. Ils furent chargés dans des trains de marchandises. 92 trains au total. Destination: Union soviétique. La plupart de ces spécialistes étaient des techniciens de l'aéronautique et des fusées. Junker, Messerschmitt, Heinkel, BMW. Mais il y avait aussi des spécialistes des chars d'assaut, des métallurgistes, des ingénieurs en soudure, des hommes qui avaient travaillé sur la production du Tigre, des hommes qui connaissaient les secrets du blindage allemand. Staline ne voulait pas seulement l'analyse du Tigre, il voulait les hommes qui avaient construit le Tigre. Parmi les déportés, il y avait Helmut Grottrup, un scientifique spécialiste des fusées venu de Peenemünde. Grottrup a travaillé 12 ans en Union soviétique. Il a aidé au développement des fusées soviétiques R-1 et R-2. Et il a inventé plus tard quelque chose d'extraordinaire, la carte à puce. En 1967, un scientifique allemand déporté par les soviétiques a inventé la technologie qui se trouve aujourd'hui dans chaque carte de crédit. Mais c'est une autre histoire. Ferdinand Brandner était un autre déporté, un ingénieur motoriste. Il a joué un rôle décisif dans le développement du NK-12, le plus gros turbopropulseur jamais construit. Il propulse encore aujourd'hui les Tupolev Tu-95. Les bombardiers stratégiques atomiques russes, la connexion entre la technologie allemande et la puissance militaire soviétique était directe, sans intermédiaire, sans interprétation. Des ingénieurs allemands construisaient des armes soviétiques. Et l'analyse de Kubinka a été le catalyseur. Elle a montré à Staline ce qui était possible, ce que les Allemands pouvaient faire et ce qu'ils devaient s'approprier. Mais l'histoire
avait encore une autre tournure. Car pendant que Staline amenait des ingénieurs allemands en Union soviétique, les Américains faisaient exactement la même chose. Opération Paperclip. 1600 scientifiques et ingénieurs allemands ont été emmenés aux États-Unis. Parmi eux, Werner von Braun, le père de la fusée V2, qui allait plus tard construire la Saturn V, la fusée qui a emmené des hommes sur la Lune. Les deux superpuissances pillaient le savoir allemand. Les deux ont bâti leurs arsenaux d'après-guerre sur la technologie allemande. Et les deux ont caché ce fait pendant des décennies. C'était un secret de polichinelle que personne ne voulait révéler. Les grandes réalisations de la guerre froide, l'alunissage, les missiles intercontinentaux, les bombardiers supersoniques, tous portaient des empreintes digitales allemandes. Mais dans les manuels d'histoire officiels, cela a été passé sous silence. La version américaine parlait d'ingénierie américaine. La version soviétique parlait de supériorité soviétique. Les deux versions étaient des mensonges. L'analyse du tigre à Kubinka n'était qu'une partie d'un puzzle bien plus grand. Un puzzle fait de savoir volé, de scientifiques déportés, d'opérations secrètes. Un puzzle qui a façonné l'ensemble de l'ordre d'après-guerre, des chars d'assaut aux fusées, des avions aux ordinateurs. La technologie allemande est devenue le fondement de la guerre froide. Des deux côtés, mais revenons à la technologie des chars d'assaut, car c'est là que réside la véritable ironie. Le T-44 était basé sur l'analyse du tigre à Kubinka, mais le Léopard 1 était aussi basé sur les connaissances allemandes issues de la Seconde Guerre mondiale. Et le M1 Abrams était partiellement basé sur des concepts de chars allemands, les trois grandes familles de chars d'assaut de la guerre froide, soviétique, américaine, allemande, toutes remontent à la même source, aux expériences de la Seconde Guerre mondiale, au Tigre, au Panther, au T-34. L'analyse de Kubinka n'était pas unique. Les Américains ont mené des tests similaires à Aberdeen, les Britanniques à Bovington. Tous ont analysé les chars allemands capturés. Tous ont tiré les mêmes leçons. Le blindage incliné est plus efficace que le blindage vertical. La mobilité est plus importante que le poids pur. La fiabilité l'emporte sur la complexité. Mais chaque nation en a tiré des conclusions différentes. Les Soviétiques ont choisi la production de masse et la simplicité. 100 000 T-54 et T-55, bon marché, robustes, faciles à réparer. Les Américains ont choisi la technologie et la protection, moins de chars. Mais chacun avec un équipement de pointe, avec un blindage composite, avec une conduite de tir assistée par ordinateur. Les Allemands ont choisi une voie médiane. Léopard 1 pour la mobilité, Léopard 2 pour la puissance de feu et la protection. Et maintenant, en Ukraine, nous voyons comment ces philosophies se rencontrent. Le char T-90M contre le Léopard 2, l'héritage soviétique contre l'héritage allemand, les deux ayant leurs racines dans l'analyse de Kubinka de 1943. Les champs de bataille ukrainiens témoignent de la longévité de ces conceptions. La Russie a perdu plus de 3000 chars. Selon les estimations occidentales, même plus de 4000. La plus grande bataille de chars depuis Koursk en 1943. Ironiquement, T-72, T-80, T-90, tous descendants du T-44, tous avec le même problème fondamental, le carrousel de munitions, l'effet Jack in the Box. Les missiles Javelin ukrainiens frappent le toit, les drones FPV frappent la tourelle. Et le char explose, parce qu'un défaut de conception identifié en 1943 à Kubinka n'a jamais été corrigé. Mais les Léopard 2 ont aussi subi des pertes. 18 Léopard 2A4 et 2A6 ont été détruits ou endommagés, la plupart par des mines, certains par des missiles anti-chars. Mais aucun Léopard 2 n'a eu une explosion de munitions comme les chars russes. Pourquoi ? Parce que les Allemands ont résolu le problème du stockage des munitions différemment.
Dans le Léopard 2, les munitions sont stockées à l'arrière de la tourelle, derrière des plaques de blindage, avec des clapets de décompression vers l'extérieur. Un impact sur les munitions provoque une explosion, mais l'explosion part vers l'extérieur. Pas vers l'intérieur, l'équipage a une chance de survivre. Les Soviétiques connaissaient ce concept. Ils ne l'ont pas choisi, parce que cela rendait la tourelle plus grande, parce que cela signifiait plus de poids, parce que cela ne correspondait pas à la philosophie de la production de masse. 82 ans après l'analyse de Kubinka, les équipages de chars russes paient le prix de cette décision, de leur vie. Mais l'histoire du T-44 a encore un autre aspect, un aspect dont on parle rarement, la propagande. Staline a caché le T-44 aux Alliés, mais il a aussi caché quelque chose d'autre, l'origine de sa conception. Dans l'historiographie soviétique, le T-44 était un triomphe de l'ingénierie soviétique. Morozov était un génie. Le T-34 était le meilleur char d'assaut de la guerre. Le T-44 était son évolution logique. Aucune mention de l'analyse de Kubinka, aucune mention des influences allemandes, aucune mention des ingénieurs déportés. La version soviétique était pure, patriotique, faite maison. Cette version a perduré pendant des décennies, en Union soviétique. Dans les États satellites, même à l'Ouest, ce n'est qu'après l'effondrement de l'Union soviétique en 1991 que les archives ont été ouvertes, que des documents ont été déclassifiés, que des rapports ont été publiés et que la vérité a éclaté. Le T-44 n'était pas une création purement soviétique. C'était le résultat d'une analyse systématique de la technologie allemande, combinée à la production soviétique, améliorée par des ingénieurs allemands. Travaillant sous la contrainte, les rapports de Kubinka existent encore au musée des chars de Kubinka, qui s'appelle aujourd'hui Patriot Park, le même tigre peint qui a été analysé en 1943, s'y trouve toujours. Les visiteurs peuvent le voir. Mais le lien avec le T-44 n'est jamais expliqué. Les panneaux parlent de la supériorité soviétique, des erreurs allemandes, de la victoire soviétique, la vérité inconfortable. Même que les chars soviétiques reposent sur une analyse allemande, restent passés sous silence, encore aujourd'hui, même en 2025, alors que des chars T-90M brûlent en Ukraine. Permettez-moi de récapituler la lignée technique. 1942, un Tigre Prime est capturé et amené à Kubinka. 1943, analyse complète. Les forces sont identifiées. Les faiblesses sont documentées. Le blindage incliné est identifié comme solution. 1943, Staline ordonne un nouveau char. Morozov commence le développement. 1944, prototype du T-44 terminé, testé contre Panthère et Tigre. 1944, T-44A en production, gardé secret aux Alliés. 1945, la guerre se termine. Le T-44 n'est pas utilisé. 1946, opération Osso Aviakim, 2200 ingénieurs allemands déportés. 1947, la production du T-54 commence, basée sur le T-44, de 1947 à 1981. 100 000 T-54 et T-55 construits. Le char le plus produit de l'histoire. 1972, introduction du T-72. Magasin de munitions à Carrousel, l'erreur fatale. 1992, introduction du T-90. Développement ultérieur du T-72. Même erreur. 2022, la Russie attaque l'Ukraine. T-90M en action. 2025, plus de 100 T-90M détruits. Beaucoup par des explosions de munitions. L'effet Jack in the Box, 82 ans. De l'analyse de Kubinka au champ de bataille ukrainien. Une ligne directe, une erreur inchangée. Des milliers d'équipages morts. C'est l'héritage de l'analyse de Kubinka. Un héritage qui perdure encore aujourd'hui. Un héritage dont personne ne veut discuter à Moscou.
Ces vérités techniques ne sont pas seulement de l'histoire, elles sont dans chaque char qui se bat aujourd'hui en Ukraine, dans chaque T-90M, dans chaque Léopard 2, dans chaque Abrams. Les décisions de 1943 déterminent encore qui vit et qui meurt. Si vous appréciez cette documentation technique, si vous voulez comprendre pourquoi les armes modernes ressemblent à ce qu'elles sont, si vous voulez voir les lignes cachées qui relient le passé et le présent, alors montrez-le. Cliquez sur Super Thanks. Chaque soutien permet de nouvelles recherches, de nouvelles révélations, d'autres vérités inconfortables. L'analyse de Kubinka de 1943 a changé la construction de chars pour toujours. Elle a créé une ligne de conception qui a produit 100 000 chars. Elle a influencé les développements soviétiques, américains et allemands. Elle contribue encore aujourd'hui à la mort et à la destruction en Ukraine. Le Tigre était, en 1943, le symbole de la puissance blindée allemande, 57 tonnes d'acier et de puissance de feu. Mais l'analyse soviétique a révélé ses faiblesses. Et ces faiblesses sont devenues le modèle de la force soviétique. Blindage incliné, conception compacte, production de masse. Ce sont les leçons de Kubinka. Ce sont les principes du T-44. Ce sont les caractéristiques du T-90M. 82 ans plus tard, la boucle est bouclée, mais une question demeure. Une question que tout le monde devrait se poser. Pourquoi les Russes n'ont-ils jamais corrigé l'erreur fondamentale, le stockage des munitions dans la tourelle, le carrousel, l'effet Jack in the Box? Ils le savaient depuis des décennies, mais ils n'ont rien changé. Pourquoi? La réponse est terrifiantement simple. Le KOT, un stockage de munitions séparées, comme dans le Léopard 2, nécessite une tourelle plus grande. Une tourelle plus grande signifie plus de poids. Plus de poids signifie un moteur plus puissant. Un moteur plus puissant signifie plus de carburant. Plus de carburant signifie une logistique plus importante. Toute la doctrine soviétique et russe en matière de chars repose sur la masse, sur la quantité, sur l'idée que 10 chars simples valent mieux que 5 complexes. Cette doctrine a fonctionné pendant la Seconde Guerre mondiale. T-34 contre Tigre, perte de 5 contre 1, mais à la fin, les T-34 ont gagné parce qu'il y en avait plus, parce qu'ils pouvaient être construits plus rapidement, parce que chaque char mort pouvait être remplacé. Mais en Ukraine, cette doctrine ne fonctionne plus, parce que les armes anti-chars modernes sont trop précises, parce que les drones peuvent voir chaque char, parce qu'un seul soldat avec un missile Javelin peut détruire un T-90M. La masse ne compte plus. Ce qui compte, c'est la survie de l'équipage. Et c'est précisément ce que les chars russes n'offrent pas, parce qu'ils sont basés sur une conception qui a commencé en 1943 à Kubinka, sur une conception qui privilégiait la production de masse à la protection de l'équipage, sur une conception qui n'a jamais été fondamentalement revue, erreur vieille de 82 ans, conséquence moderne. Une erreur qui se perpétue à travers chaque génération de chars soviétiques et russes. Une erreur que les experts militaires occidentaux connaissent depuis les années 1980. Une erreur dont on ne parle pas à Moscou. Jusqu'à aujourd'hui, l'analyse de Kubinka de 1943 n'est pas seulement de l'histoire, c'est un avertissement. Un avertissement que les décisions techniques durent des générations, que les erreurs, une fois commises, sont difficiles à corriger, que les institutions s'accrochent souvent à des concepts dépassés. Le Tigre n'était pas parfait. Le T-44 n'était pas parfait. Le T-90M n'est pas parfait, mais tous sont liés. Tous portent l'héritage de ces jours à Kubinka. Tous perdent le prix des décisions prises il y a 8 décennies. Maintenant, j'aimerais connaître votre opinion. La Russie perd plus de 100 de ses meilleurs chars en Ukraine, tous avec le même défaut de conception, un défaut connu depuis 1943. Était-ce une erreur de ne jamais changer cette ligne de conception? Ou était-ce une décision consciente qui avait du sens à son époque? Écrivez votre opinion dans les commentaires,
parce que cette discussion est importante. Elle ne concerne pas seulement les chars, elle concerne la façon dont nous traitons les erreurs techniques, comment nous évaluons les anciennes conceptions, comment nous décidons ce qui doit être changé et ce qui ne doit pas l'être. L'analyse de Kubinka de 1943 a tout changé. 100 000 chars, 82 ans de développement, et une erreur qui tue encore, c'est l'héritage du Tigre, c'est l'héritage tragique du T-44, c'est l'héritage qui brûle aujourd'hui en Ukraine, un héritage d'acier et de feu, un héritage qui a commencé par une analyse secrète à Kubinka, et qui se termine par des chars en flammes dans les champs d'Ukraine. L'histoire ne se répète pas, mais il y a une rime, une ironie du sort en quelque sorte. Et parfois, cette rime, cette coïncidence est mortelle, mortelle pour des milliers de personnes, une tragédie à grande échelle, un prix humain inadmissible.